Merci, Maître Dellenbach. Félicitations, Monsieur Célérien, pour le respect chronométré de ce timing. Je vais essayer de faire aussi bien. Lorsque Maître Dellenbach m'a invité à participer à ce colloque, j'ai immédiatement, instinctivement accepté. L'engagement de Maître Dellenbach dans la défense des mineurs, l'œuvre remarquable de Chrysalis pour la promotion de l'administration ad hoc, la ville de Romans où j'ai eu l'honneur de servir de nombreuses années ne me laissait aucune échappatoire. Et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir accepté avec un réflexe presque reptilien cette invitation, puisque j'ai le bonheur aujourd'hui de retrouver des visages amis, des personnes avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler. À la réflexion, aucun de ces motifs n'eût été suffisant pour conférer une quelconque légitimité à mon intervention. Il me faut bien admettre que ce serait mon parcours judiciaire. Avocat, j'ai été avocat, Maître Dellenbach, avant de devenir magistrat. Puis ensuite, vous l'avez dit, juge d'instance et donc juge des tutelles, longtemps, à Romans, puis conseiller, puis notamment conseiller à la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence. Je dois bien admettre que c'est ce parcours qui m'autorise à prendre aujourd'hui la parole devant vous. Mais cette autorisation ne me met pas à l'abri de certains écueils, comme nous allons le voir. On a coutume de représenter la justice avec un bandeau et une balance. Ne pourrait-on pas représenter le droit en ajoutant à côté des tables de la loi un balancier? Nous, juristes, nous spécialement juristes, sommes accoutumés en effet à ces mouvements extrêmes entre des conceptions opposées. L'enfant n'est plus le mineur, le menteur patenté décrit au XIXe siècle qui abuse d'une parole auquel il n'a pas droit. Il n'est plus non plus, je crois, cet ange qui encore jusque récemment était porteur d'une vérité absolue. Le balancier semble trouver aujourd'hui son point d'équilibre et le rapport du défenseur des droits, et plus spécialement à l'intérieur de ce rapport, le rapport du défenseur des droits de l'enfant, en est, je crois, le témoignage, puisqu'il n'est pas proposé dans ce rapport de bouleversements radicaux. Il n'est plus proposé de bouleversements radicaux, mais ce sont plutôt des propositions d'amélioration. Vous les avez citées, notamment, ce qui est intéressant, c'est l'audition de l'enfant témoin, l'audition de l'enfant témoin qui ne bénéficie d'aucun statut particulier, et puis l'amélioration des conditions d'intervention de l'administrateur ad hoc. Le mineur victime, accompagné par son représentant légal, et plus spécialement aujourd'hui, nous parlerons de l'administrateur ad hoc, défendu par son avocat qui fait raisonner ou raisonner, comme vous voudrez, sa parole devant le juge, bénéficie aujourd'hui de tous les droits reconnus à toute victime. Il est partie à part entière au procès pénal. Et si donc le mineur victime est désormais partie à part entière au procès pénal, avec tous les droits reconnus à la partie civile, comment évoquer son parcours en justice en évitant de faire un cours sur le statut de la victime partie civile dans la procédure pénale, ce qui serait, vous comprenez, tout à fait impossible et inutile aujourd'hui. Comment évoquer ce parcours sans répéter ou anticiper ce qui aura été excellemment dit par ou qui sera excellemment dit par les intervenants qui m'auront précédé
qui m'a précédé et ceux qui me succéderont. Pour éviter ces écueils, je vous propose, tout en relevant au passage quelques particularités, d'insister à la lumière de l'expérience sur quelques étapes de la procédure à l'occasion desquelles il est essentiel que l'enfant victime exerce tous les droits qui lui sont reconnus, tous les droits de la partie civile. En d'autres termes, comment l'enfant, généralement victime passive au stade de la simple plainte, au stade initial de l'information préoccupante, au stade initial du signalement, comment cet enfant victime passive peut devenir pleinement acteur du procès. Le mineur victime est en principe, vous l'avez dit, M. Célérien, représenté par ses parents titulaires de l'autorité parentale, et il est par ailleurs assisté d'un avocat. J'admettrai, et sans m'attarder sur les conditions de la désignation de l'administrateur ad hoc, je crois qu'elles sont connues, en tout cas elles seront peut-être rappelées cet après-midi par un autre intervenant, lorsque je garderai donc l'hypothèse dans laquelle l'enfant est représenté par un administrateur ad hoc. Je signalerai que, et c'est une avancée relativement récente, que cette désignation d'un administrateur ad hoc, quand bien même les représentants légaux, les titulaires de l'autorité parentale n'auraient pas fait défaut dans leur mission, la désignation de cet administrateur ad hoc devient obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction dans les cas les plus graves, notamment les faits incestueux. Et, par ailleurs, que cette désignation intervient désormais dès la phase de l'enquête préliminaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. La mission de l'administrateur ad hoc est également connue. Je n'insisterai pas, parce que je crois aussi qu'elle sera expliquée tout à l'heure. Par contre, je souligne le fait que l'administrateur ad hoc exerce seul, au nom des mineurs, les droits reconnus à la partie civile. Comme toute autre victime d'une infraction pénale, le mineur victime a droit à l'assistance d'un avocat. Il peut le consulter librement sans avoir besoin de l'autorisation de ses représentants légaux, et l'avocat qui est consulté par le mineur n'a pas à s'assurer que ce mineur a été autorisé par ses parents notamment. L'assistance d'un avocat, et c'est aussi une particularité du statut du mineur victime, l'assistance d'un avocat est obligatoire pour l'enfant victime de violences sexuelles et d'autres atteintes graves lors de son audition devant le juge d'instruction, alors qu'une partie civile peut être entendue par le juge d'instruction sans l'assistance de son avocat. Toutes les auditions du mineur victime, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la clôture de l'information, seront, sauf opposition du mineur, les textes parlent de consentement du mineur, sauf opposition du mineur, empêchement insurmontable ou décision du juge spécialement motivée, filmée et enregistrée. L'audition du mineur, contrairement à celle du mineur mis en examen ou du majeur mis en examen dans les affaires criminelles, n'est pas prescrite à peine de nullité. Les finalités poursuivies par le législateur sont différentes. Pour l'audition, l'enregistrement vidéo de l'audition du mineur a pour finalité d'éviter l'aggravation du traumatisme du mineur
en lui épargnant des auditions successives et redondantes. Il n'est pas certain que l'objectif ait été à ce jour atteint, alors que l'enregistrement vidéo du mis en examen a pour finalité de garantir la loyauté de la procédure. Lors de ces auditions, des éventuelles confrontations, le mineur victime peut être accompagné, c'est aussi une particularité, de son administrateur ad hoc, d'un psychologue, d'un médecin, d'un éducateur ou encore d'une personne de sa famille. Cette présence d'un tiers à l'audition n'est qu'une faculté et seul le magistrat du parquet ou le juge d'instruction peut l'autoriser. Le mineur peut être également accompagné par un tiers à l'occasion de certains actes, et je pense notamment aux expertises médicales. Cet accompagnement, et dans ces circonstances d'ailleurs, se révèle précieux et important. Mais ces tiers accompagnants, dont le rôle est passif, ne peuvent pas être interrogés par les enquêteurs à la place du mineur, ni interroger le mineur à la place des enquêteurs. En revanche, rien n'empêche que ces accompagnants soient interrogés par procès-verbal séparé au cours de l'enquête ou de l'information. C'est en se constituant partie civile que la victime devient partie agissante dans la procédure pénale. Elle était jusque-là passive. Cette constitution, accompagnée d'une plainte auprès du doyen des juges d'instruction lorsqu'elle intervient après un classement sans suite, parce que s'il n'y a pas eu de classement sans suite, si une information a été ouverte par le procureur de la République, le mineur victime et toute victime peut se constituer aussi partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, mais lorsque cette constitution de partie civile intervient après un classement sans suite, une concertation préalable mineur, administrateur, avocat apparaît nécessaire. Il est en effet important que l'enfant puisse comprendre au mieux, selon ses facultés, selon son âge, les enjeux de la procédure et les difficultés, les épreuves sur les épreuves supplémentaires, après ce qu'il a vécu, les épreuves supplémentaires qu'il va devoir traverser. En fin de compte, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'administrateur ad hoc qui exerce seul, au nom du mineur, les prérogatives de la partie civile. C'est donc à lui que reviendra la décision finale de se constituer partie civile. D'un point de vue formel, et là c'est l'expérience, c'est vraiment l'expérience qui m'amène à cette observation, il est important que cette constitution de partie civile soit dépourvue de toute ambiguïté. Une constitution de partie civile de maître X au nom de l'association Y est qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Z. Voilà qui est clair, on y rajoute bien sûr les renseignements de domicile et d'état civil qui sont nécessaires. En revanche, les constitutions de partie civile approximatives ou ambiguës peuvent être préjudiciables à la défense des intérêts du mineur et à la suite de sa représentation devant le juge. Notamment, je pense, on verra en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction. La Constitution, au nom simultanément, et on le voit de temps en temps, de l'administrateur, Constitution de partie civile, de l'administrateur ad hoc et du titulaire de l'autorité parentale est évidemment à prescrire. Un appel interjeté au nom du seul mineur, alors qu'il a un représentant légal ou un administrateur ad hoc, un appel interjeté au nom du mineur représenté par son père ou par sa mère, alors qu'un administrateur ad hoc a été désigné, l'expose à une irrecevabilité de son appel. On voit donc l'importance qu'il faut accorder
à ces formalités. Comme toute victime, le mineur constitué partie civile peut demander des actes, il peut s'opposer à des demandes d'actes, il peut solliciter des expertises ou des compléments d'expertise. Un point qui n'est pas, qui paraît négligé, trop souvent négligé, c'est la possibilité pour les parties et donc pour la victime, partie civile, c'est celui de pouvoir donner son avis sur les missions confiées à l'expert par le juge d'instruction. Or, il est utile d'user de cette possibilité. Les parties sont avisées par le juge d'instruction de la désignation d'un expert, ils sont informés de la mission qui va être confiée à l'expert, ils ont un délai, je crois de mémoire que c'est 15 jours, à moins que ce soit un délai laissé à la discrétion du juge, un délai pour pouvoir formuler les observations. Et on s'aperçoit que des critiques qui sont formulées à l'encontre d'un rapport d'expertise qui n'aurait pas abordé tous les points qu'il aurait fallu aborder pour une complète information du juge. Ces critiques auraient pu ne pas avoir lieu si l'on avait dès le départ éclairé le juge, sensibilisé le juge à un point sur lequel l'expert devrait se pencher, qui n'était pas prévu dans la mission envisagée. Il est par ailleurs regrettable que des demandes d'actes ou d'expertise soient parfois formulées en fin d'information ou en cas d'appel pour la première fois devant la chambre de l'instruction. La procédure, on l'a dit, ça a été dit, la procédure est longue, et on peut comprendre, même si ce n'est pas un motif valable, mais on peut comprendre la résistance, oui, le mot m'a échappé, mais en tout cas la réticence de certains magistrats à faire droit à une demande qui aurait pu être en son temps être formulée alors que l'information va être clôturée, et avec la crainte que cette nouvelle demande fasse, pardonnez l'expression triviale, mais repartir pour un tour la procédure. Une décision de non-lieu doit être expliquée dans toute la mesure du possible aux mineurs. C'est la même observation tout à l'heure que pour le classement sans suite. De même que le réquisitoire définitif du procureur de la République et le mémoire du mis en examen qui l'ont précédé. Et à ce sujet, la compréhension des notions de charge suffisante ou d'absence de charge suffisante est importante. Les charges suffisantes, c'est ce qui permet de renvoyer un justiciable devant la juridiction de jugement, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Et l'absence de charge suffisante, c'est ce qui conduit à l'ordonnance de non-lieu. Mais faire comprendre aux mineurs, et je crois que c'est très important, c'est que l'absence de charge suffisante, qui motive une ordonnance de non-lieu, un arrêt éventuellement de non-lieu de la chambre de l'instruction, ne constitue pas, j'ai dit la notion de charge suffisante, ne constitue pas une présomption de responsabilité. Une absence de charge suffisante ne constitue pas un déni de la parole de l'enfant. La décision d'interjeter rappel d'une ordonnance de non-lieu suppose la même concertation que celle qui aura eu lieu à la suite d'un classement sans suite. Le rôle de l'avocat en tant que conseil est essentiel pour faire comprendre à l'enfant, toujours autant que faire se peut, bien sûr, en raison de son âge et de ses facultés, les enjeux de la procédure. Devant la chambre de l'instruction,
les droits du mineur victime, représentés par son administrateur et assistés de son avocat, sont strictement identiques à ceux reconnus à toute autre partie civile. Il suffit, et il est donc nécessaire de rappeler que la procédure devant la chambre de l'instruction est régie par des règles particulières, des règles très particulières qui, à être méconnues, pourraient conduire à d'irréparables déconvenues. L'arrêt confirmant un non-lieu ou renvoyant le mis en examen devant la cour d'assises doit être analysé et expliqué au mineur avec le même soin que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction. S'il est communément admis que la détention provisoire du mis en examen n'est pas l'affaire, entre guillemets, de la victime, ce n'est pas pour autant que celle-ci, et plus spécialement le mineur, doivent rester muets. Lorsqu'un contrôle judiciaire est mis en place, un contrôle judiciaire du mis en examen est instauré, les précisions qui auront été fournies par l'administrateur ad hoc ou l'avocat, quant notamment aux domiciliations des parties, aux risques de pression directe ou indirecte, je pense aux correspondances entre le mis en examen et le mineur, ces précisions peuvent s'avérer grandement utiles. Je pense, c'est une difficulté qui se pose souvent. Là, je pense au stade de la chambre de l'instruction, puisque c'est là où j'ai eu à connaître de cette problématique. La chambre de l'instruction doit statuer dans des délais extrêmement courts. Et elle n'a connaissance souvent des procédures qui lui sont soumises dans le contentieux de la détention provisoire que 24 heures, 48 heures avant l'audience. Arrive la décision de contrôle judiciaire, soit qu'elle envisage de mettre en liberté le mis en examen, soit que celui-ci soit déjà en liberté, mais qu'il faille modifier son contrôle judiciaire. Au moment du délibéré, l'audience est rapide. Au moment du libéré, on s'aperçoit qu'on n'a pas les éléments concernant, par exemple, le trajet que va faire le mis en examen entre son domicile et son lieu de travail. Si on nous a signalé avant, ou même au cours de la procédure, que ce trajet va l'amener à passer sous la fenêtre du domicile du mineur victime, il est évident que les magistrats seront amenés à prendre des précautions supplémentaires. Donc je pense que pour que le mineur soit pleinement défendu dans son parcours judiciaire, il ne faut pas que ce contentieux soit négligé ou laissé de côté. Ceci ne veut pas dire que ça demande de grandes interventions. Parfois, un mémoire tout à fait sobre mais précis suffira à éclairer le magistrat. Les interventions qui suivront la mienne me dispensent de m'attarder sur le recueil de la parole de l'enfant lors de l'enquête, lors de l'expertise psychologique, son audition par la cour d'assises. Toutefois, s'agissant d'une question cruciale, qu'il me soit permis d'en dire quelques mots en guise de conclusion. Et là, je rejoindrai les propos du bâtonnier Tatiguian. Les enquêteurs et les juges attendent tout et son contraire de la parole de l'enfant. Ils la voudraient spontanée, vierge de toute influence et instrumentalisation. Dans le même temps, ils ont besoin de repères chronologiques, de précisions circonstancielles, de détails morphologiques. Enquêteurs et juges voudraient que cette parole soit libérée de l'effroyable culpabilité qui l'accompagne et du séisme familial qu'elle entraîne. Nous lisons dans les procès-verbaux d'enquête préliminaire, les procès-verbaux de première audition souvent,
Je ne veux pas qu'il reste en prison. C'est au cours de l'enquête plutôt si l'agresseur a été placé en garde à vue ou s'il est en détention provisoire. Ou au contraire, nous voudrions que cette parole soit dépourvue de toute vindicte ou vengeance parfois suspecte. Je veux qu'il aille en prison. Accompagner ou représenter le mineur victime tout au long de la procédure, lui en faire comprendre les enjeux, le préparer à ses auditions, à d'insoutenables confrontations, tout en favorisant l'éclosion et en préservant l'authenticité d'une parole nécessairement imparfaite, voire changeante avec le temps, c'est à mon sens l'impossible gageur à laquelle administrateurs ad hoc et avocats sont confrontés. Ad hoc et avocats, c'est pas très bien, c'est ad hoc et avocats. C'est pourtant en relevant ce défi qu'ils permettront à l'enfant victime, passive et souvent silencieuse, de devenir acteur agissant du procès pénal et qu'ils contribueront à la recherche de la vérité. Mais, autre gageure à laquelle nous sommes tous, éducateurs, administrateurs, experts, soignants, avocats, magistrats également confrontés, comment faire pour que le prix de cette recherche de la vérité ne soit pas celui d'une surviolence institutionnelle. L'expression est de Daniel Zaguri, expert psychiatre que nous connaissons bien dans les affaires surtout criminelles. Comment est-ce que le prix de cette recherche de la vérité ne soit pas celui d'une surviolence qui s'ajoute à la violence initiale infligée par l'agresseur au mineur? C'est une question à laquelle je ne prétends pas répondre, et c'est d'ailleurs un autre débat. Je vous remercie.